Merci à tous d'être présents. Euh, voilà mes liens d'intérêt qui sont pas ou peu liés, ouais, pas liés à la présentation. Euh, Insuffisance hépatique post-opératoire, ça fait peur à tout le monde et on va voir pourquoi. Rassurez-vous, j'ai pas de recette magique ni miracle, malheureusement. Mais déjà, on peut commencer par les définitions, parce qu'elles sont nombreuses et que c'est un problème pour l'analyse des études. Il y a les premières qui sont basées sur une cinétique anormale des tests hépatiques post-opératoires, et je pense que la plus connue qu'on utilise tous, ou en tout cas qu'on est beaucoup utilisé, je pense, en pratique clinique, c'est le fameux score 50-50 ou 50-50, qui est basé sur un TP inférieur à 50% ou une bilirubine supérieure à 50 micromoles par litre à J5. Et donc, vous voyez sur ce schéma, hein, ça c'est la cinétique, je dirais, standard des tests hépatiques en post-opératoire. Donc le TP qui baisse jusqu'à J2 puis qui remonte progressivement. Et la bilirubinémie qui augmente jusqu'à J2 à peu près, enfin c'est schématique. Et puis qui se stabilise et qui commence à diminuer. Et donc le 50-50 c'est ici à J5, lorsque vous avez à la fois un TP inférieur à 50% et une bilirubinémie supérieure à 50 micromoles par litre. Il y a eu d'autres définitions basées sur une hyperbilirubinémie et puis un deuxième type de définition qui combine des anomalies cliniques et biologiques. Et la plus connue et celle qui est utilisée dans les études, c'est ces fameux critères-là de l'International Study Group of Liver Surgery, qui est un grade A. Le grade A, finalement, c'est juste une anomalie des paramètres de laboratoire. Le grade B, c'est une déviation du cours post-opératoire clinique normal des malades, mais qui va être traitable sans traitement invasif. Donc globalement, il y a une anomalie en post-opératoire, mais vous n'avez pas besoin de mettre en place un traitement invasif. Et puis le grade C, c'est une anomalie en post-opératoire pour lequel vous avez besoin de traiter le malade de manière invasive. Quelle que soit la définition, clairement, c'est une cause majeure de mortalité après résection hépatique, puisque c'est 50 à 90% de mortalité suivant les études. Et on voit dans cette étude qui était une validation du score 50-50 que finalement le fait d'avoir un score 50-50 positif à J3 multipliait le risque de décès par un facteur 12,7 et ce indépendamment des défaillances d'organes et donc du score SAPS2. Ça effaçait même le score SAPS2 et les défaillances d'organes. Donc c'était plus important pour prédire le devenir post-opératoire de votre patient. Et à J5, c'était encore pire puisque ça multipliait le risque de décès par un facteur 30. L'incidence, elle varie en fonction de la définition utilisée et donc elle est comprise entre 2 et 20%. Elle varie selon le volume du sang, ça c'est un message important, on fait bien ce qu'on fait souvent, c'est un peu comme d'autres chirurgies digestives, œsophagiennes, pancréatiques, des choses comme ça. Et puis elle dépend bien sûr de la définition utilisée et également des caractéristiques de la cohorte et notamment des facteurs de risque d'insuffisance hépatique post-opératoire de votre cohorte. Quels sont ces facteurs de risque d'insuffisance hépatique post-opératoire? Et ça va être notre premier rôle en tant qu'anesthésiste réanimateur lorsqu'on va voir un malade qui doit subir une résection hépatique. Finalement, il y en a 3 types, liés au patient, liés à la fonction hépatique préopératoire et liés à la chirurgie. Liés aux patients, ils sont non spécifiques, c'est comme d'hab, hein, l'âge, l'état préopératoire du patient, l'état associé notamment cardiovasculaire, diabète, obésité, dénutrition, sepsis préopératoire. Et puis la fonction hépatique post-op, là pour le coup, c'est rechercher si votre malade il a de la stéatose, rechercher éventuellement s'il a une biopsie avec un grade de fibrose. Je vous rappelle que on parle de fibrose avancée pour un grade F3 et puis de cirrhose pour un grade F4. Une cholestase qui est également un facteur de risque, le score MEL, le score Child si jamais il a une cirrhose, la chimiothérapie, notamment l'irinotécan et l'oxaliplatine qui peuvent provoquer des syndromes d'obstruction sinusoïdale ou de la stéatose, enfin des lésions histologiques équivalentes à de la stéatose. L'hypertension portale, et puis vous savez qu'il y a certains centres, notamment en Asie, qui utilisent des marqueurs métaboliques tels que la clairance du verre d'indocyanine. Le verre d'indocyanine, c'est une substance que vous injectez au malade qui est exclusivement clairée par le froid. Et donc, en étudiant la clairance de ce marqueur, vous pouvez savoir si le foie fonctionne bien ou pas. Et donc, si la clairance est inférieure à 60% à 15 minutes, notamment, alors il y en a plein des critères, le malade est plus à risque d'insuffisance hépatique post-opératoire. Et donc, il y a des papiers où ils combinent le score MEL, l'étendue de la résection et la clairance, par exemple, des papiers, notamment du Japon.
Et puis les facteurs liés à la chirurgie, je vous le disais, l'étendue de la résection, donc le fait d'avoir une résection majeure est un facteur de risque, la taille du foie restant, les pertes sanguines prédites, la technique chirurgicale, à savoir le type et la durée d'éclampage, et puis le fait d'utiliser la laparoscopie ou non. Et donc il y a plein d'études qui ont pris ces critères, qui les ont regardés, qui ont pris leur cohorte, et qui ont essayé de designer des modèles pour prédire l'insuffisance hépatique post-opératoire. Là, je vous en mets un qui est publié récemment à partir d'une jolie cohorte de 343 patients cirrhotiques, donc à risque, qui subissaient une hépatectomie. Un tiers, vous voyez, par voie laparoscopique, avec un volume de foie résiduel sur volume de foie total prévisible, qui était de 69%. Et donc une définition de ISGL qu'ils avaient utilisé pour l'insuffisance hépatique post-opératoire. Ils avaient 61% d'insuffisance hépatique de grade A, vous vous souvenez, que les critères biologiques. Grade B, donc pas de traitement invasif, et grade C, 11% qui nécessitait un traitement invasif. Qu'est-ce qu'ils prenaient comme variable en préopératoire? Le fait de passer par voie laparoscopique était protecteur. Plus vous augmentiez la quantité, le volume de foie réséqué, plus c'était un facteur de risque. Et le compte plaquettaire qui était lui protecteur, puisque finalement plus le malade cirrhotique est grave, plus il a ses plaquettes qui baissent. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il prenait aussi des variables post-opératoires, et on voit que l'AUC du modèle était améliorée lorsque on incluait à la fois les variables pré-op et les variables post-op. Et donc les variables post-op ou per-op, c'était le fait de ne pas pouvoir finalement, d'être obligé de convertir, par voie par laparotomie, d'être obligé de convertir la laparoscopie, et puis les pertes sanguines. Donc on voit qu'en tout cas, que le modèle qui prend en compte le pré-op et le per-op fait mieux que celui qui prend en compte le pré-op. Donc là, vous avez des sites internet où vous tapez ce type de site où il vous donne ces variables, vous rentrez les valeurs de vos malades, et puis il est capable de vous donner la prédiction du risque d'insuffisance hépatique si jamais vous voulez challenger votre chirurgien en préopératoire. Un deuxième modèle, pareil, pré-op, post-op. Toujours, voilà, il y en a plusieurs. Là, je vous ai mis les deux plus récents et les deux plus utilisés à titre d'info. Alors, vous savez que la meilleure stratégie, c'est de prévenir l'insuffisance hépatique post-opératoire. Comment on fait pour prévenir? D'abord, on va mesurer le volume résiduel prévisible. Et il faut que vous basiez comme cutoff qui est régulièrement admis, un volume résiduel supérieur à 20 à 30% pour un volume par rapport au volume total si jamais le foie est sain, et un volume supérieur à 40 à 50% si jamais vous êtes face à un foie cirrhotique ou cholestatique. Pourquoi? Parce que si jamais vous faites une hépatectomie de 70% en termes de volume, vous n'allez plus avoir que des hépatocytes qui seront en phase de prolifération. Vous allez avoir, alors si vous faites 80%, vous allez plus avoir que des hépatocytes en phase de prolifération qui, eux, perdent leur fonction. D'accord? Vous aurez plus d'hépatocytes normaux, pardon pour la faute, d'hépatocytes normaux qui, eux, assurent encore leur fonction. Il faut savoir qu'un hépatocyte, lorsqu'il est occupé à se diviser, ça nuit à sa fonction parce qu'il est occupé à se diviser. Et donc finalement, il a plus de. C'est ce qui cause l'insuffisance hépatique. Comment vous allez faire pour prévenir? Dans ces cas-là, si jamais vous n'arrivez pas à rentrer dans ces critères, vous allez essayer d'optimiser votre volume de foie résiduel. La meilleure manière de faire ça, c'est d'emboliser la branche portale homolatérale à la tumeur pour provoquer une hypertrophie contralatérale qui va mettre 3 à 6 semaines à arriver avant la chirurgie. Et vous pouvez espérer cela, environ une augmentation de volume de 8 à 16%. Encore une fois, il y a d'autres techniques. Peut-être que dans vos centres, ils sont en train d'essayer de développer d'autres techniques en embolisant également une des suces hépatiques qui sont en cours de développement par les chirurgiens. Nous, je sais qu'il y a un essai chez nous qui est comme ça. Mais à l'heure actuelle, le gold standard, c'est l'embolisation de la branche portale homolatérale à la tumeur. Puis après, il y a des stratégies de prévention qui peuvent être mises en place en périopératoire par nous. Par nous, ou en tout cas inciter le chirurgien à les mettre à les mettre en place, notamment pour la première, le clampage intermittent, ça doit vraiment être un gold standard, un standard of care comme on dit.
versus continu, c'est-à-dire obliger le chirurgien à s'arrêter au bout de 15 à 20 minutes de clampage, quoi. D'accord ? Il ne peut pas clamper 30 minutes sans s'arrêter. Parce que, notamment, lors ce clampage intermittent a montré une réduction de l'air sous la courbe des transaminases en post-opératoire et a montré également un effet clinique qui a une diminution des complications post-opératoires. L'autre chose, c'est les stratégies pour diminuer les pertes sanguines. On reparlera demain dans une session de PVC basse, mais également l'acide tranexamique. Voilà, on montrait une diminution des pertes sanguines et donc par définition une diminution du risque d'insuffisance hépatique post-opératoire, parce que je vous ai montré auparavant que le risque d'insuffisance hépatique dépendait des pertes sanguines, était influencé par les pertes sanguines. Après, il y a d'autres techniques qui ont été utilisées. Et là, clairement, soit c'est bénéfice non démontré, soit, voire même, il ne faut pas faire. Préconditionnement ischémique ou par agent anesthésique inhalé. Préconditionnement ischémique, c'est pour entraîner le foie à l'ischémie-reperfusion, et ben vous allez commencer à le clamper et à l'ischémier un peu avant qu'il commence la transsection. Ça ne marche pas. Même s'il y a une diminution des pics de transaminase, en tout cas, il n'y a pas de bénéfice clinique démontré. La NAC, ça a été étudié par une ou deux études et il y a une augmentation des complications post-opératoires et du délirium. Donc, on a l'impression que c'est plutôt délétère. Et après, il y a des choses qui, je pense, méritent d'être étudiées un peu plus en profondeur avec des jolis papiers qui sont sortis récemment. Vous voyez, en 2002, dans Annals of Surgery, notamment celui-là. La méthylprednisolone. Il faisait 500 mg en préopératoire, où il montrait une diminution des pics de transaminase, de bilirubine et de médiateurs de l'inflammation, et une tendance, en tout cas, enfin une diminution sur cette première étude du taux de complications qui était classé par Dindoclavien. Pour ceux qui connaissent, c'est globalement la classification qui est utilisée habituellement, donc il vaut mieux l'étudier. Enfin, il faudrait mieux l'étudier. Et puis les statines périopératoires. Alors, il commençait à donner des statines avant l'intervention et il continuait pendant tout le périopératoire. Bon, ça, c'est pas la première fois qu'on entend les statines en périopératoire. Ça a été tenté en chirurgie vasculaire. Maintenant, c'est tenté dans une chirurgie où il y a des clampages vasculaires. Voilà, ça aussi, il montrait une diminution du risque d'insuffisance hépatique post-opératoire. C'était pas randomisé, pas contrôlé. Donc, ça aussi, ça vaut peut-être le coup d'être essayé. Bon, et si ça survient quand même, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Premièrement, rechercher des causes traitables. Première cause traitable, c'est vasculaire, une obstruction par une thrombose porte notamment, une obstruction de la outflow des thromboses de veines sus-hépatiques, faire un échodoppler, un scanner. Si jamais vous en mettez une anticoagulation éventuellement, même si franchement, quand vous en venez à mettre une anticoagulation sur une de ces thromboses, c'est pas bon signe généralement, parce que c'est plutôt un problème de flux et de montage chirurgical. Si le flux en post-opératoire, si vous avez une thrombose en post-opératoire immédiat, généralement c'est pas lié à un phénomène thrombotique aigu. C'est assez rare. C'est plutôt lié à un problème de flux dans la reconstruction vasculaire du chirurgien, avec quelque chose qui est coudé ou alors un flux qui est insuffisant. Bon, une thrombectomie, ça il le tente aussi. Et voir une chirurgie pour améliorer le flux. Je pense notamment à une ligature de la veine splénique. Enfin, c'est des trucs un peu expérimentaux qui testent de temps en temps. Mais assez souvent, soit ça se termine mal, soit ils inscrivent le malade sur liste de transplantation. On va en parler après. Mais c'est pas gagné. Et puis la deuxième chose, c'est le sepsis. Le sepsis, il n'y a rien de mieux qu'un sepsis c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire le sepsis va nuire à la reprise de fonction hépatique qui va elle-même favoriser le risque septique. Donc il faut faire un screening agressif, une imagerie répétée. Vous pouvez le louper parce que le malade n'a pas forcément les capacités inflammatoires à faire de la fièvre en post-opératoire. Et donc il ne faut pas hésiter si jamais on a des arguments, voire même à initier une antibiothérapie probabiliste si jamais on a un doute, en attendant d'avoir les résultats des prélèvements microbiologiques que vous faites, et je vous ai expliqué pourquoi c'est un cercle vicieux. Ça peut être une obstruction ou une fistule biliaire. Et puis le plus souvent, vous n'allez pas trouver de cause traitable. Et donc vous allez vous replonger dans le dossier pour voir si le malade avait des facteurs de risque d'insuffisance hépatique post-opératoire. Vous allez appeler l'anapathe pour lui demander de réanalyser la pièce, ou d'analyser plutôt de manière urgente la pièce de résection hépatique. Est-ce que finalement il avait une fibrose F2, F3 qui était méconnue en préopératoire? L'autre chose, c'est que vous allez discuter si finalement l'étendue de la résection n'a pas été plus importante que prévu, et ça aboutit à ce qu'on appelle un small foreflow, c'est-à-dire que en fait, la quantité de parenchyme restante est insuffisante pour absorber tout le flux porte, et donc vous avez une espèce d'hypertension portale
segmentaire dans le foie qui nuit à la régénération hépatique. D'accord ? Et c'est dans ce cas-là que les chirurgiens, souvent de manière expérimentale, essayent de réduire le flux porte qui arrive, et donc ils peuvent ligaturer la veine splénique, enfin, essayer de créer des collatérales de manière à ce que le sang passe pas par la veine porte. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez confronté à un traitement symptomatique des défaillances d'organes, et vous n'avez pas trop le choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous permettre de faire mieux ? On pense tous aux suppléances hépatiques, dialyse à l'albumine, plasmaphéreses, etc. À l'heure actuelle, ça c'est un consensus d'experts qui s'étaient réunis suivant la méthode Delphi et qui avaient émis des recommandations. Et ils disaient notamment que le MARS, parce que c'est là où il y a le plus d'études, n'était pas recommandé à l'heure actuelle pour faire face à ces insuffisances hépatiques post-opératoires, excepté dans le cadre d'études prospectives. Alors, au-delà des recommandations, on a cette revue systématique donc qui cible spécifiquement le MARS en post-hépatectomie. 5 études, 34 patients. Vous voyez que la survie à J90, elle est quand même pas folle, 47%. La seule conclusion que peut nous fournir cette revue systématique, c'est qu'il n'y a pas d'effet indésirable, que c'est safe, que c'est faisable, mais qu'il y a de nombreuses questions qui perdurent. Quand initier le traitement ? Combien de séances faire ? Quelle durée ? Sélection des patients ? Franchement, c'est un peu de la rescue quand on met en place ces traitements. C'est le mettre en place de manière systématique parce qu'à J3, votre patient, il a moins de 50% de TP et plus de 50 de bilirubine, je ne pense pas. D'accord ? Ce n'est pas le sujet. Par contre, quand votre malade il fait la défaillance multiviscérale en post-opératoire parce qu'il a fait je ne sais quelle complication, il a thrombosé sa branche porte par exemple, et que vous attendez un greffon, là, est-ce qu'il y a un intérêt ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais peut-être plus sur un modèle de l'hépatite fulminante, peut-être plus. Et puis, donc, on en vient à la transplantation hépatique. Là encore, niveau de preuve très bas, je suis désolé. 10 patients de 2008 à 2020, mais au moins elle a le mérite d'exister, cette étude. Des résections majeures ou étendues pour une suspicion de cancer. D'accord ? Donc déjà, ça dresse le contexte, quoi. Et parmi ces résections majeures, parmi ces 10 patients, il y en a 6 qui avaient des lésions finalement bénignes ou dysplasiques. Donc ça va. Et 4 qui avaient des lésions R0 sans métastase. Là, on est un peu plus compassionnel, mais en termes de critères carcinologiques, bon. Quoi qu'il en soit, la décision de transplantation était prise dans les 14 jours après la chirurgie. Vous voyez, entre 7 et 76 jours. Les malades étaient quasiment tous en défaillance multiviscérale au moment de la transplantation hépatique. Vous voyez leur bilirubine, elle était à 250 en médiane au moment de la transplantation hépatique. Et leur INR était à 2,5. Et puis, la transplantation hépatique, ça saignait, 3 litres en médiane, avec des résultats qui, malgré ces 3 litres, étaient relativement bons, puisqu'il y avait 100% de survie à J90 et 80% de survie à 50 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Que je pense qu'il faut quand même une justification multidisciplinaire solide à la transplantation hépatique à la lumière de la pénurie d'organes à l'heure actuelle dans ces cas-là. C'est pas pour tout le monde, quoi. Et donc, il faut essayer quand même de ne pas tomber dans la TH de compassion, comme on dit. Considérer la TH comme un traitement de secours dans des centres experts pour des patients dont l'étiologie est bénigne et dont le diagnostic est déjà accepté pour la TH, même en l'absence d'insuffisance hépatique post-opératoire. Et promouvoir des stratégies nationales et peut-être des coopérations entre les centres de TH et de résection hépatique pour ce genre de choses. Voilà, donc pour conclure, plusieurs définitions de l'insuffisance hépatique post-opératoire, une incidence variable mais une mortalité qui reste très élevée. Des facteurs de risque qui sont spécifiques liés à la fonction hépatique préopératoire et à la chirurgie, qui nécessitent une communication, même pas péropératoire, je dirais plutôt périopératoire avec le chirurgien, parce que ça va de la consultation au post-opératoire. Le meilleur traitement, c'est la prévention. On a vu, l'embolisation notamment, et rechercher les facteurs de risque en consultation. Traiter et rechercher, quand ça survient, rechercher des causes traitables, vasculaires et sepsis en premier lieu. Un traitement symptomatique des défaillances d'organes et pas de traitement spécifique hormis la transplantation hépatique qui doit être réservée à des cas très sélectionnés. Voilà, je vous remercie de votre attention.